Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans cette 9ème vidéo du calendrier de l'Avent 2024 sur l'impossible Tour de Babel où nous allons passer en revue les affirmations farfelues du récit biblique. Comme d'habitude, je vous invite à liker et partager la vidéo afin de faire plaisir à l'algorithme, ainsi que de vous abonner et d'activer la cloche si ça n'est pas déjà fait afin de ne pas manquer les prochaines vidéos de la chaîne. Et si jamais vous souhaitez participer à aider encore plus cette dernière, vous avez toujours la possibilité de faire un don d'1 euro ou 2 sur ma page Tipeee ou sur mon Patreon. Sur ce, commençons. Nous avons pu voir ensemble dans l'épisode précédent que si l'on prend la peine de reconstruire la généalogie avec les dates et les informations que l'on peut glaner ça et là dans le texte, on en arrive à la conclusion que lors de la construction de la cité de Babel et de sa fameuse tour, quelque part pendant la vie de Péleg, Noé, le patriarche de tous les humains vivants à l'époque, et qui a personnellement parlé à Dieu, était encore en vie. Et pourtant, Dieu n'a pas pris la peine de revenir parler à son chouchou pour lui dire qu'il fallait arrêter les travaux, comme il lui avait parlé avant le déluge pour lui dire de commencer les travaux pour créer une arche, et il a préféré, à la place, faire son coup tordu avec les langues. Du coup, si tant est que Dieu n'aurait eu d'autre solution pour empêcher la tour de se construire que de faire en sorte que chaque personne vivante parle une langue différente, qu'est-ce qui aurait dû réellement se passer après? Parce que ce qu'on nous dit dans le chapitre 11, verset 8, avec le fait que Dieu les disperse et qu'ils ont renoncé à bâtir la tour, est une affirmation tout bonnement ridicule. En vrai, que les gens se séparent parce qu'ils ne parlent pas la même langue, c'est possible, mais ça reste quand même un peu débile. Dans le monde réel, les gens peuvent parfaitement cohabiter sans parler la même langue. En plus, à une époque où le monde est très rude, quelques siècles seulement après un soi-disant déluge d'envergure mondiale, et où vivre en société dans des cités était le seul moyen pour les humains d'échapper à la nature sauvage, les gens n'allaient tout simplement pas partir pour si peu. Et surtout, à l'époque, les pays n'étant pas formés, les voyages entre des villages proches faisaient que le vocabulaire était échangé, et que les langues variaient petit à petit d'un endroit à un autre. Pour expliquer cela, je ne peux que vous conseiller de voir l'excellente vidéo de la chaîne Linguisticae qui parle justement des continuums dialectaux. Il y utilise une visualisation que je trouve extrêmement simple et claire pour comprendre le concept à l'aide de couleurs. Si dans un village A, on parle une langue représentée par la couleur rouge, dans le village d'à côté, la langue B sera un rouge légèrement orangé, mais leurs habitants pourront parfaitement se comprendre entre eux. De même, dans un troisième village un peu plus loin, on aura une langue C en rouge orangé, et cette dernière sera parfaitement intercompréhensible avec les locuteurs de la langue B, et très bien, mais avec un peu plus d'efforts mentaux, par les locuteurs de la langue A. Et ainsi de suite, de proche en proche, les langues vont se modifier spatialement en partant du village que l'on prend comme référence, à savoir celui où on parle la langue A de couleur rouge, et vous allez finir par aboutir très loin à un village qui parle une langue Z de couleur verte, qui n'est pas du tout compréhensible avec la langue A de couleur rouge, sans que jamais vous n'ayez eu de discontinuité franche entre une langue et l'autre, puisque vous avez simplement parcouru un dégradé spatial. Et ces micro-variations dans un dialecte de proche en proche est véritablement la façon dont les différentes langues se sont structurées. Bon, de nos jours, on a un peu perdu ça parce que les langues dans un pays se sont structurées et normalisées par rapport au dialecte de la capitale ou de la population la plus importante, et nous avons perdu de vue ces variations spatiales des dialectes. Néanmoins, le fait est que cette explication rend bien mieux compte de l'existence de différentes langues sur Terre que celle qui veut qu'elles aient été toutes créées par l'action de Yahvé qui a voulu faire une fois de plus de la merde. Mais bon, admettons. Admettons que les choses se soient passées comme le décrit le texte. Puisque, nous l'avons dit, Noé était toujours en vie au moment de la construction de la tour et de la supposée farce divine. Il est fort probable que ce qui se serait passé à ce moment-là, c'est que tout le monde l'aurait pris lui comme référence pour recréer une langue commune. Après tout, c'est assez logique. On est dans une société ultra-patriarcale comme on a vu, l'homme est l'autorité suprême non seulement sur sa femme qui est aux yeux de la loi religieuse une éternelle mineure à son service, et une sorte de meuble que le père cède au moment du mariage au mari, mais également, le père a une autorité suprême sur ses enfants qui doivent lui obéir puisque ce dernier a le droit de vie et de mort sur ces derniers. Donc, muni de cette autorité suprême,
le dialecte ou la langue, si elle est très différente parlée par Noé, deviendrait de fait la langue franche qui serait utilisée pour se faire comprendre. En effet, Noé n'aurait aucun mal à imposer sa langue à sa femme, ainsi qu'à ses fils. À leur tour, ces derniers l'imposeraient à leurs femmes et leurs enfants, etc., etc. Et finalement, on arriverait à un contexte assez courant aujourd'hui, à savoir que plusieurs pays parlent une langue qui leur est propre, mais qu'on a une langue plus ou moins commune pour se parler quand on n'a pas du tout la même origine, qui actuellement est l'anglais. À un moment, ça a été le français. Visiblement, la politique fait que d'ici quelques années, il y a de grandes chances que ça devienne le chinois. Mais voilà. Et puis, faut pas oublier aussi qu'il existe des pays où il n'y a pas une seule langue, mais plusieurs. Il y a qu'à voir la Belgique. Bon, certes, ça fait des trucs débiles avec des panneaux routiers qui parfois sont écrits en français et parfois en flamand. Mais bon, c'est pas la catastrophe non plus. Et en étant honnête 2 secondes, si le texte nous prend clairement pour des cons, mais ne pas parler la même langue n'est pas la base d'une impossibilité totale de vivre ensemble et de s'échanger des informations. Certes, ça rend les échanges plus compliqués, mais pas impossible. Après tout, on peut très bien s'échanger des informations extrêmement basiques, du style « j'ai faim, j'ai soif », ou « je ne suis pas du tout d'accord avec ton analyse de l'influence du post-modernisme dans les réflexions philosophiques dans un monde qui découvrirait les prémices de l'ordinateur ». Encore que, pour la 3e proposition, j'ai un léger doute parce qu'à l'époque, ils ne devaient pas connaître l'ordinateur. Il y a qu'à voir les données historiques que l'on a sur les routes commerciales et que l'on a pu reconstituer grâce aux fouilles archéologiques. Rien qu'avec le cas très célèbre de la route de la soie, où des marchands perses du Moyen-Orient allaient jusqu'en Chine en passant par les Indes dans des pays où ils ne parlaient pas du tout la langue pour acheter de la soie et la ramener chez eux. Signe que, finalement, c'est pas parce qu'on ne parle pas la même langue qu'on ne peut pas faire du commerce. En vrai, il suffit de maîtriser les nombres jusqu'à 20 pour être large, avoir un mot pour brique, un pour mortier, et un contremaître capable de faire des dessins explicatifs assez clairs, et d'avoir un terme signifiant « reviens me voir quand t'as fini » pour que la construction puisse reprendre. Elle reprendrait avec un rythme beaucoup plus lent qu'avant au départ, parce qu'il serait impossible d'expliquer des trucs très complexes en amont de leur réalisation, mais elle reprendrait néanmoins. Donc en quelques heures seulement, mais je vais être sympa, on va dire 1 semaine grand max, les travaux vont repartir. Et pour ce qui est de la fabrication des matériaux, c'est encore plus simple. Les briques d'argile peuvent, en réalité, être fabriquées sans le moindre échange de mots, avec simplement des personnes qui malaxent l'argile d'un côté, et de l'autre des personnes qui vont passer avec des jarres d'eau et d'autres qui vont apporter de l'argile. Il suffit alors de faire signe à la bonne personne quand elle passe pour lui dire qu'on a besoin d'un peu plus d'eau ou d'un peu plus d'argile, et c'est tout. Une fois qu'on a un mélange avec la bonne consistance, on met dans le moule, on démoule, et régulièrement, des gens passent avec des brouettes afin de récupérer les briques démoulées pour les mettre à sécher. Et enfin, pour les cuire, il y a encore moins à faire puisque le seul truc nécessaire, c'est d'avoir du bois pour faire du feu. Soit on demande plus de bois, soit on ne demande rien. Donc ouais, avec un peu d'ingéniosité et de patience, même avec la punition divine, les humains auraient pu faire en sorte de totalement continuer leurs travaux afin de faire chier Dieu jusqu'au bout. Et puis, en vrai, s'il l'avait fait, il aurait fait quoi, Dieu, hein? Il aurait à nouveau mélangé les langues? Ça n'a pas marché la première fois, pourquoi est-ce que ça le ferait plus la deuxième? Il aurait fait un déluge pour tuer tout le monde? Ah non, il a dit qu'il allait plus le faire, ce connard. Bon, il aurait pu parler et dire « Je voudrais que vous ne fassiez plus ça, s'il vous plaît !» Là, ça serait se comporter comme un adulte, mais il ne ferait jamais ça, le petit Yahvé, parce que c'est pas du tout dans son ADN de connard fini. Quoi qu'il en soit, on voit donc qu'en prenant un peu de recul sur ce qu'on nous assène avec véhémence dans le texte, dans les faits, l'action divine de venir emmerder tout le monde en les forçant à parler des langues différentes n'aurait absolument pas eu le résultat escompté. Est-ce que ça nous étonne? Pas du tout. Personne de sensé ne peut ressentir le moindre étonnement face à l'énoncé de ce fait. Après tout, il suffit de simplement lire le texte religieux pour savoir que ce Dieu est l'incarnation parfaite du personnage qui entreprend toujours des actions ridicules et qui, face à un événement, fera toujours le choix le plus débile qui soit. Voilà, c'est donc la fin de ce 9e épisode du calendrier de l'Avent 2023 sur l'impossible tour de Babel. Avant de partir, prenez le temps de laisser un petit commentaire sous cette vidéo afin d'améliorer son référencement. Pas besoin d'écrire un roman, je vous rassure, un simple mot ou un smiley suffira amplement.
Mais vous pouvez également prendre les devants en partageant cette dernière avec un maximum de personnes afin de la faire découvrir au plus grand monde. Et surtout, n'hésitez pas à la liker afin de me faire savoir ce que vous pensez de cette dernière. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir, et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.